Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Voilà, donc je pense que vous l'aurez compris, l'appareil que je vous ai montré, c'est un appareil qui ne fonctionnait plus, ce n'est pas mon matériel. Petite précision qui a son importance, le matériel que vous voyez, c'est mon matériel personnel. C'est donc du matériel qui répond uniquement à mes besoins personnels pour du plaisir en photo et du plaisir en vidéo. Il n'a donc pas été pensé pour répondre particulièrement à un besoin en prestation par exemple, car lorsque l'on fait des prestations photo ou vidéo, on va avoir besoin parfois de différents boîtiers et donc on a plusieurs boîtiers qui vont nous permettre de répondre à différents besoins. Donc évidemment tout le monde attend que je parle du boîtier, mais comme le boîtier c'est la dernière chose qui est utile sur un tournage, je vais d'abord parler des choses qui sont vraiment utiles et après je vous parlerai du boîtier, ne vous inquiétez pas. Donc on va tout de suite commencer avec quelque chose de très utile quand on fait de la vidéo, à savoir un stabilisateur. Pour ma part j'utilise le Webill Lab qui est un stabilisateur vraiment assez pratique parce qu'il est très compact. Hop. Donc voilà le stabilisateur. Il est fourni avec un petit trépied qui permet de le mettre soit en dessous, soit sur le côté pour pouvoir tenir l'appareil en fait dans différentes positions, notamment faire des plans au ras du sol assez facilement. C'est un stabilisateur qui maintenant a eu un successeur, le Webill S. C'est un stabilisateur qui stabilise quand même beaucoup mieux vos plans, mais pour ma part, comme j'avais acheté le Webill Lab et qu'il me convient toujours aujourd'hui, je reste avec le Webill Lab. Et vous avez un petit plateau rapide très pratique pour vos tournages car il va vous permettre de très facilement en fait sortir, hop. Vous n'avez qu'à appuyer, vous pouvez ressortir votre appareil qui est donc sur le plateau rapide et le remettre hop, très rapidement et votre stabilisateur est resté réglé. Donc ça c'est quelque chose de très pratique. D'autant que mon trépied fonctionne avec ce plateau, donc ça me permet d'avoir le trépied et le stabilisateur qui peuvent utiliser le même plateau et donc pouvoir ne faire qu'un seul réglage une fois pour mon appareil et après je peux tout filmer d'un seul coup. Et d'ailleurs si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur comment on peut calibrer un stabilisateur, comment notamment les petits verrous de sécurité peuvent être utiles, on vous invite à aller voir une vidéo qu'on a fait sur notre Instagram, le lien est dans la description, où on vous explique pendant une dizaine de minutes comment bien équilibrer votre stabilisateur et notamment plein de petites astuces pour pouvoir aller plus vite sur un tournage. Ensuite, en ce qui concerne les trépieds, mon trépied principal, c'est lui. C'est un trépied qui est très léger, en carbone. C'est notamment l'avantage du carbone, c'est d'avoir vraiment quelque chose de très léger qui se transporte facilement, notamment quasiment sur tous les shootings photos que je fais, j'ai toujours un sac qui est assez rempli et où j'emmène un trépied pour pouvoir filmer si j'ai besoin, pour pouvoir aussi faire des photos un peu particulières. Donc j'ai besoin d'un trépied qui soit extrêmement léger et ce trépied, c'est vraiment le cas. En plus, il est très compact parce que quand on replie les jambes, il devient vraiment très facile à transporter. Et donc ça va me permettre de vraiment pouvoir aller un petit peu partout avec un trépied léger, facile à transporter, qui en même temps se déplie suffisamment pour pouvoir faire des plans où je me filme debout sans avoir besoin de me pencher, car je fais quand même 1,85 m, donc c'est utile d'avoir un trépied qui est grand quand on se filme. Et comme je vous l'avais dit, il fonctionne avec le plateau de mon stabilisateur, donc ça c'est un véritable avantage. Sinon, un inconvénient de ce trépied que l'on ressent bien, c'est qu'il manque de solidité, mais par rapport à mes besoins, je préférais privilégier le poids à la solidité. Attention, généralement il vaut mieux privilégier la solidité pour pouvoir le transporter partout, mais là c'est vraiment un trépied où j'avais besoin d'être extrêmement léger parce que j'ai d'habitude des sacs qui font plus de 10 kg et à transporter toute une journée c'est impossible. Et donc mon ancien trépied, c'est un trépied plus axé vidéo. Il a une tête vidéo qui va permettre de faire des mouvements panoramiques assez fluides facilement. Par contre, il n'est pas en carbone mais en aluminium, donc il est déjà beaucoup plus lourd que le précédent. Moi, pour l'instant, c'est un trépied que j'utilise en secondaire, c'est-à-dire que je m'en sers uniquement quand je ne peux pas utiliser mon trépied que je vous ai montré en carbone. Et donc, quand je m'en sers, généralement, c'est soit simplement parce que j'ai deux boîtiers et donc il me permet de tenir un autre boîtier, soit parce que j'ai besoin de faire des mouvements fluides en vidéo et donc je me sers de lui, mais c'est vraiment très rare. Ensuite, pour du son, j'ai le Rode VideoMic Ricoh qui me sert uniquement pour du backup son, c'est-à-dire que lorsque j'enregistre une vidéo comme ici avec un micro-cravate, avoir ce micro rajouté sur l'appareil permet d'avoir un son plus facile à capter,
Et donc je vais me retrouver avec un son plus facile à synchroniser à l'autre son. Si jamais j'ai un problème et que le clap j'ai oublié de le faire ou que ça fonctionne pas, j'ai un son qui fonctionne mieux. J'ai un son qui va être exploitable pour des vidéos YouTube si jamais mon micro-cravate ne fonctionne pas. Après, par rapport à mes besoins, il est trop limité pour être un micro principal car je ne peux pas filmer. Par exemple ici j'utilise un 55 mm. Et bien je suis trop loin de l'appareil pour pouvoir simplement le mettre sur l'appareil, enregistrer facilement. Ça ne fonctionne pas, j'aurai pas une bonne qualité de son. Et donc quand je veux une bonne qualité de son, j'utilise le LSP4 de chez Olympus, qui est un petit enregistreur compact, donc ça va très bien pour quand je me déplace, etc. Qui a l'avantage d'enregistrer du son à 96 000 Hz en FLAC. Donc c'est une très grande qualité sonore et je peux vraiment faire beaucoup de choses avec cet enregistrement. Dessus, je rajoute un petit micro-cravate qui va me permettre d'enregistrer un son qui soit vraiment correct. Quand j'ai pas de micro-cravate, je peux m'en servir comme micro rien qu'avec l'enregistreur. Mais souvent je préfère rajouter un petit micro-cravate parce que la plupart du temps j'enregistre juste des vidéos où la personne parle et c'est rare que j'ai besoin d'enregistrer des sons d'ambiance. Quand j'enregistre des sons d'ambiance, je les enregistre donc avec le LSP4 directement. Ça me permet d'avoir quelque chose de très compact, très léger que je peux mettre dans la poche et pouvoir aller filmer facilement sur des tournages ou autres et pouvoir capter facilement du son sans déranger. Donc c'est vraiment très avantageux, même si évidemment si vous voulez une meilleure qualité sonore encore, il y a d'autres enregistreurs qui vont permettre avec du XLR notamment d'avoir du son encore plus qualitatif, mais on n'est pas dans la même gamme de prix et on n'est pas dans la même compacité. Donc comme vous le voyez, pour l'instant, le matériel que je vous présente, c'est du matériel qui correspond à mes besoins. Il y a du matériel que j'utilise qui ne conviendra pas pour certains d'entre vous, et il y a du matériel que j'utilise que je n'aime pas trop pour certaines utilisations que vous aimeriez beaucoup plus parce que pour vos besoins ça conviendrait beaucoup plus. Et donc pour être sûr que quand vous choisissez votre matériel il soit bien adapté à vos besoins, on vous invite à venir en magasin pour qu'on en parle, qu'on en discute ou alors à nous téléphoner pour qu'on réfléchisse au matériel qui pourrait être le plus utile pour vous et que vous ne choisissiez pas un matériel qui dans 3 mois, 6 mois, 1 an devienne inutile pour votre production. Ensuite, un accessoire indispensable lorsque vous filmez des vidéos, c'est d'utiliser un filtre ND variable. Pour ma part, j'en utilise un en 77 mm et j'ai des bagues d'adaptation pour tous les diamètres inférieurs, ce qui va me permettre d'utiliser ce filtre ND sur les objectifs que je possède car il n'y en a aucun qui est au-dessus de 77 mm et personnellement j'ai toutes les bagues d'adaptation parce qu'il peut arriver sur des prestations que j'ai besoin d'objectifs qui ne soient pas du matériel à moi mais du matériel qu'on loue au magasin et donc sur ce type de prestation j'ai besoin de pouvoir quand même mettre un filtre ND et donc j'ai toutes les bagues car des bagues d'adaptation ça ne coûte pas très cher. Par contre, je vous invite lorsque vous achetez un filtre ND à vérifier qu'il n'ait pas de problème de point de croix, c'est-à-dire que vous n'ayez pas une croix qui apparaisse lorsque vous arrivez au maximum du filtre ND. Personnellement, j'ai choisi d'investir dans mon filtre ND pour en avoir un qui résiste aux rayures, aux éventuels chocs, car même si normalement il ne faut pas le cogner, il ne faut pas le rayer, ça peut arriver et donc je préfère avoir un filtre ND qui résiste bien et que je n'ai pas besoin de racheter plus tard. Et donc maintenant, intéressons-nous au sac photo. Tout d'abord, le sac, c'est le Lowepro Tactic 350 AW. Il en existe une nouvelle version mais qui pour moi est trop lourde et trop conséquente pour que je l'utilise, ça prend vraiment trop de place. Mais cette version elle est tout de même assez grande, elle permet vraiment de loger beaucoup de choses à l'intérieur et donc c'est pour ça c'est un bon compromis pour moi entre avoir un sac qui loge beaucoup de choses et en même temps qui ne soit pas trop gros. Donc tout d'abord j'ai un petit moniteur. C'est un moniteur de retour que vous avez déjà vu dans pas mal de mes vidéos, notamment dans les vidéos du calendrier de l'Avent où on a présenté les moniteurs de retour. On vous invite à aller le voir, il y a une petite fiche qui va s'afficher si vous ne l'avez pas vu. C'est un moniteur qui va me permettre d'avoir des false colors, d'avoir des histogrammes, des parades et tout ce qu'il faut pour contrôler mon exposition, mais également sur lequel je vais pouvoir ajouter des luttes de manière à avoir une image qui ressemble à mon image finale une fois que j'ai bien exposé mon log pour pouvoir voir assez agréablement ce que je vais filmer et avoir une idée du rendu final lorsque je suis sur un tournage. Ensuite, au niveau des objectifs, j'ai 3 optiques. Tout d'abord, il y a le Laowa 7,5 mm f2 qui est tout petit, qui est vraiment donc très compact et c'est très pratique. Par contre, évidemment, si vous voulez faire professionnel lorsque vous êtes sur un shooting, avoir un appareil qui soit imposant, c'est vraiment pas l'objectif à utiliser. Mais par contre, la qualité d'image est vraiment excellente, on a très peu de distorsion. On a beaucoup de luminosité vu qu'on est à f2 pour un ultra grand angle car c'est sur du micro 4/3, ça fait un 15 mm et c'est vraiment agréable de pouvoir avoir une optique qui est si petite, si compacte
et en même temps qui permettent d'avoir une vraiment belle qualité d'image. Attention cependant, c'est une mise au point uniquement manuelle, donc sur un ultra grand angle c'est pas très compliqué, surtout qu'on a débuté et qu'on a en fait facilement les repères décrits dessus. Mais pour les personnes qui veulent la mise au point automatique, qui n'aiment pas trop les mises au point manuelles, ça peut être un frein. Ensuite, il y a mon objectif à tout faire, c'est l'Olympus 12-40 mm f2.8. L'avantage c'est qu'on a donc une plutôt grande ouverture pour un zoom. On a une équivalence focale de 24 à 80 mm, donc avec ça je vais pouvoir à la fois faire des grands angles et des photos plus portraits. Et la construction est vraiment agréable, elle est métallique, elle est vraiment intéressante à prendre en main. Et surtout, la mise au point automatique est sans buter, c'est vraiment une mise au point agréable. Lorsque l'on fait la mise au point automatique, ça ne bouge pas, donc si on bouge l'objectif, on ne va pas être gêné en fait en bougeant la mise au point. Mais en clipsant vers le bas, on va avoir des butées et des repères. Donc pour faire la mise au point en manuel, c'est vraiment plaisant d'avoir des butées. Notamment si vous utilisez un follow focus, ça va vous permettre d'avoir plus de repères, surtout pour votre follow focus électronique. Et ensuite, mon dernier objectif, c'est un objectif beaucoup plus axé animalier et sport lorsque je ne peux pas m'approcher des sportifs. Il s'agit du 200 mm f2.8 de chez Panasonic, qui fait donc un équivalent 400 mm 2.8 sur un micro 4/3. Et pour un 400 mm, c'est un objectif qui est compact, léger et facile à prendre, surtout à ouverture 2.8. Et avec la stabilisation qu'on a dedans, c'est vraiment impressionnant. On peut faire des plans, on peut filmer en fait à main levée à 400 mm. Et j'ai même réussi à avoir des photos nettes à 1/5 de seconde au 400 mm, c'est complètement dingue. Et après, on a un convertisseur 1.4 qui est rajouté dessus, qui venait avec. L'avantage, c'est que j'ai un équivalent 560 mm f4. Donc je peux vraiment faire de l'animalier avec cet objectif. Et pour finir, le boîtier donc que j'utilise, c'est le Panasonic G9. Dessus, vous voyez que j'ai une petite Dragon cuve de chez Peak Design. C'est une Dragon qui va permettre de le garder en main, qui a un nœud coulant qui va permettre de s'adapter à votre poignet pour pas que vous risquiez de le perdre en tombant. Et en même temps qui ne vous fait pas mal au poignet, ça c'est un point assez important. Et ça va donc vous permettre, lorsque vous prenez l'appareil, de justement ne pas avoir des problèmes comme en début de vidéo. Et vous avez la possibilité très facilement de le décrocher ou de le raccrocher. Et ça me permet donc de le mettre sur un stabilisateur et pouvoir retirer cette poignée lorsque je mets l'appareil sur le stabilisateur et remettre la poignée dès que je le retire du stabilisateur. Car une poignée sur un stabilisateur, ça désaxe le tout. Et après, pourquoi j'ai choisi le Panasonic G9 pour mon utilisation personnelle? C'est parce qu'en photo, on va avoir une rafale à 20 images secondes en RAW à 20 mégapixels, avec des possibilités de pré-rafale qui sont très utiles en animalier. Si vous ne savez pas ce qu'est le pré-rafale, on a également fait une vidéo dessus pendant le calendrier de l'Avent. Il y aura une petite fiche qui s'affichera pour que vous alliez la voir. Et en même temps, en vidéo, c'est un boîtier qui, avec une mise à jour récente, est devenu vraiment performant, parce qu'on a de la 4K 60 fps en 4.2 10 bits en externe ou de la 4K 60 8 bits en interne. Et si on veut du 10 bits en interne, on a de la 4K 4.2 10 bits en interne mais à 30 images secondes ou à 24 ou 25. Par contre, attention, c'est de l'Ultra HD, ce n'est pas de la 4K à proprement parler. Donc là, comme j'ai parlé de beaucoup de termes techniques, on vous met une autre vidéo en fiche pour vous les expliquer si besoin. Et un autre point très important, c'est qu'on a du 180 images secondes en 1080p. Ce qui permet de faire des vidéos ralenties jusqu'à 7,5 fois pour du 24 images secondes. Ça m'a permis notamment de filmer certaines vidéos que je n'aurais pas pu filmer autrement, car je n'avais pas le ralenti suffisant pour filmer le type de mouvement qu'il y avait. Et également deux autres points qui font que le G9 m'a beaucoup plu, c'est tout d'abord le double port de carte SD, qui est très utile car ça me permet d'avoir une sécurité si jamais une des deux cartes SD ne fonctionne pas lorsque je prends des photos par exemple, mais également je sais que je peux ne pas toucher à une des deux cartes lorsque je transfère sur mon ordi, etc. Comme ça, s'il y a le moindre problème durant le transfert sur l'ordinateur, l'autre carte SD a gardé les fichiers. Et l'autre très gros avantage qu'a ce boîtier, c'est d'avoir du log à 400 ISO. En effet, lorsque l'on filme à 400 ISO en log, on a très peu de bruit, une fois qu'on a bien exposé son log évidemment. Et donc même si c'est du micro 4/3, à 400 ISO, on a une image qui est vraiment très plaisante à voir lorsque l'on filme en log. Alors que sur d'autres boîtiers, notamment l'ancien boîtier que je possédais, le log n'était qu'à 800 ISO et sur de l'APS-C à 800 ISO, ça commence à vraiment bruiter, car le log, on est toujours un petit peu obligé de changer l'exposition, c'est le principe en post-production.
même lorsqu'il est très bien exposé. Et parfois j'avais du bruit qui était assez présent et les plans étaient beaucoup moins intéressants à voir. Même si avoir un peu de bruit sur une image ce n'est pas trop dérangeant, quand l'image bruite vraiment beaucoup, ça peut être dérangeant, surtout en vidéo où le bruit bouge. Donc voilà, c'est un boîtier qui a vraiment beaucoup d'avantages. Après, c'est un capteur micro 4 tiers. Pour moi, ça ne me dérange pas car justement, je fais de l'animalier principalement et du sport. Donc d'avoir un zoom du capteur de 2 fois, c'est utile pour moi. Pour d'autres, ils préféreront du plein format, ça dépend de chacun. Et en même temps, le fait d'avoir un Laowa 7,5 me permet d'avoir un 15 mm et donc j'ai quand même de l'ultra grand angle sur ce type de boîtier. Après, il y a des photos que j'ai prises par exemple au 12 mm sur un plein format que je n'aurais pas pu prendre donc au 15 mm avec ce boîtier. J'aurais pu avoir quelque chose de similaire mais pas d'équivalent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris pourquoi j'utilise ce matériel, qu'est-ce qu'il m'apporte, qu'est-ce qu'en même temps il me pose comme problème. Car tout appareil a des avantages et des inconvénients pour chaque personne. Le plus important, c'est de trouver quel matériel a les avantages qui vous convient et les inconvénients qui ne vous posent pas de problème. Donc encore une fois, on vous invite à nous contacter si vous voulez savoir quel matériel est adapté à vos besoins. Et d'ici là, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous!